Bonjour à tous. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera les États-Unis pendant les Roaring Twenties. Alors premièrement, nous pouvons nous demander qu'est-ce que les Roaring Twenties, ou autrement dit les années rugissantes aux États-Unis. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale et l'Amérique prend un nouveau départ sous la présidence de Wilson. Le phénomène des années folles sera alors mondial, mais l'Amérique est quand même en première position et guidera alors le reste du monde, dont notamment les pays d'Europe comme la France ou la Grande-Bretagne par exemple. Cette période marque d'importants et nombreux changements sur le plan économique de l'Amérique, mais pas seulement, puisque la société et les cultures prennent également un nouveau tournant et les mœurs semblent se libérer de façon soudaine. Alors, que pouvons-nous dire sur l'économie américaine au sortir de la Grande Guerre ? Premièrement, les Roaring Twenties définissent une certaine prospérité économique et c'est important de le retenir aux États-Unis grâce notamment au développement de certains domaines tels que l'avancée scientifique ou les progrès techniques dans l'industrie automobile. Cela se traduit par une hausse du produit national brut du pays qui passe de 78,9 milliards à 104,4 milliards de dollars durant cette période. Nous pouvons prendre l'exemple d'innovations les plus célèbres comme le Taylorisme, inventé par l'ingénieur américain très connu Frederick Winslow Taylor, et qui désigne une méthode d'organisation scientifique du travail industriel par l'utilisation maximale de l'outillage et de suppression des gestes inutiles. Ajouté à cette nouvelle méthode de travail, nous avons également l'exemple de la chaîne de production, très connue également, instaurée par Henry Ford, et d'ailleurs alliée à la méthode de Taylor pour améliorer la production. Le secteur de l'automobile, notamment le Fordisme, est alors en plein essor et caractérise majoritairement la prospérité économique de l'Amérique lors des années 1920. De plus, étant réputés dans le monde des affaires, bien entendu, les États-Unis d'Amérique avaient cette chance de pouvoir commercialiser leurs produits avec d'autres pays, dynamisant alors leur économie florissante sur la scène internationale. Le développement de l'électricité, des médias ou encore des moyens de communication en général propulse le pays dans une réelle folie des grandeurs où tout semble réalisable. On parle de New Economic Era. C'est le pays des opportunités, ou comme on l'appelle souvent, l'American Dream. Le boom économique des années 20 accroît alors la consommation des Américains et fait de l'Amérique la puissance économique internationale par excellence avant le fameux crash boursier de 1929 à la bourse de New York, marquant la plus grande crise économique du XXe siècle. Alors oui, la croissance du pays est une totale réussite sur le plan économique. Mais qu'en est-il des conditions de vie et de la mentalité à la fin de la guerre 14-18 ? Attirés par la prospérité de l'Amérique, les immigrants arrivent en grand nombre, c'est-à-dire plus de 14 millions de 1900 à 1920. Mais les nouveaux arrivants déchantent rapidement au vu du chômage, du coût de la vie en augmentation qui entraîne la pauvreté ou encore des révoltes et des grèves menées par cette population pauvre qui donnait à ce moment corps et âme au travail pour un salaire misérable. Face à ces rébellions, l'État décide d'instaurer des quotas migratoires et en mai 1921, il établit une limite de 3% des flux d'immigration pour chaque nationalité. Ajoutez à cela la ségrégation vécue par les Noirs, bien sûr, dans les grandes villes où des émeutes raciales voient le jour. Les Noirs sont alors totalement exclus du monde des Blancs et cela à tous les niveaux. De plus, le banditisme se développe massivement après le 18e amendement de janvier 1919 en faveur de la prohibition.
Cela signifie que la fabrication, l'achat, la vente et la consommation de boissons alcoolisées à plus d'1 degré sont prohibées. Le passage de cette loi entraîne une immense croissance de la criminalité issue du trafic de contrebande et n'atteint donc pas son objectif premier qui était l'anéantissement de la délinquance et loin de là. Enfin, les États-Unis des années 1920 se définissent par une aspiration à l'appartenance de l'Amérique aux Américains et rejettent le bolchevisme pour ne pas faire de l'ombre aux modèles et valeurs américaines. On appelle cette idéologie la peur des rouges, avec une forme de racisme envers les Russes, les Juifs ou encore les Italiens. Nous avons l'exemple de l'affaire Sacco et Vanzetti, qui met en scène 2 anarchistes italiens condamnés à mort en 1921 après avoir commis un double meurtre à Boston. Une tension raciale est alors palpable. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une autre idéologie bien connue fait un retour en puissance et c'est celle du Ku Klux Klan, qui se traduit par une société secrète suprémaciste blanche. À ce moment-là, le clan persécute les Noirs et les Juifs récemment émigrés et est également fortement anti-catholique. Son slogan est d'ailleurs le suivant, Native White Protestant, et il regroupe quand même entre 4 et 8 millions de membres en 1923-1924. Vous l'aurez compris, la vie en Amérique lors des années 20 n'est alors pas de tout repos entre vagues de délinquance, vagues de racisme ou encore vagues de rébellion. Mais quelle est la position de l'État politique pour faire régner l'ordre ? En 1918, Thomas Woodrow Wilson est à la présidence du pays pour son 2e mandat depuis 1913. Vous avez son portrait sur la gauche. Il est membre du Parti démocrate et partisan du mouvement progressiste. On parle encore aujourd'hui d'idéalisme wilsonien en hommage à sa politique moraliste qui avait pour objectif de promouvoir la démocratie à l'échelle mondiale. Le président Wilson était perçu comme précurseur du libéralisme américain contemporain et souhaitait obtenir la paix dans le monde. Le 8 janvier 1918, il prononce devant le Congrès son discours des 14 points où il expose ses idées principales et progressistes à l'international. Le 28e président des États-Unis porte alors son pays à la croisée des chemins et assume des responsabilités majeures dans les affaires mondiales. Cependant, Thomas Woodrow Wilson a fait l'objet de critiques pour son insensibilité face à la discrimination des Noirs dans sa société. Ce dernier a même généralisé la ségrégation au sein du gouvernement ainsi que dans les cafés. Wilson termine son mandat après 8 ans, le 4 mars 1921, et sera succédé par le républicain Warren Gamaliel Harding. Le président Harding que vous avez sur votre droite était plutôt conservateur et ne suivait pas vraiment les idées progressistes laissées par son prédécesseur. Il favorisait la politique du laisser-faire. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la non-intervention de l'État dans le système économique. De plus, le 29e président d'Amérique est à la tête de plusieurs corruptions et scandales, dont le plus connu est celui qu'on appelle le Teapot Dome. Il implique le secrétaire à l'Intérieur Albert Fall, nommé par le président Harding le 31 mai 1919. Ce dernier aurait cédé des terres fédérales américaines à des compagnies pétrolières en échange de pots de vin. Il est finalement reconnu coupable en 1931 et sera le premier membre d'un gouvernement américain à être envoyé en prison, ce qui fait beaucoup de bruit. Alors après ces nombreux scandales, Harding souhaitait bien entendu redorer son blason et regagner la confiance des Américains en leur expliquant sa politique. Mais après seulement 2 ans et 4 mois de mandat, le 2 août 1923, Warren Harding meurt d'une pneumonie à l'âge de 57 ans. Certains parlent même d'empoisonnement au vu de ces scandales à répétition.
mais aucune preuve n'est à l'appui. Il est succédé par Calvin Coolidge, son ancien vice-président. Alors que le corps politique peine à reconquérir le cœur des Américains, la population, quant à elle, rentre dans une sorte d'euphorie entre émancipation féminine et culture artistique grandissante. En effet, la femme américaine des années 1920 véhicule un vrai symbole de liberté des mœurs, puisqu'elle s'émancipe à de nombreux niveaux. Elle se donne le choix entre le travail et la maison, elle commence à fumer en public, à se maquiller, et elle adopte même la célèbre coupe de cheveux très courte nommée la garçonne ou en anglais la flapper. Sur le plan professionnel, les femmes ont encore un salaire largement inférieur aux hommes et luttent d'ailleurs activement pour une parité salariale. Mais à défaut d'être égales aux hommes, dans le monde du travail, la grande avancée à noter pour les femmes se produit le 4 juin 1919 lors du 19e amendement où la loi donnant le droit de vote aux femmes est adoptée par le Congrès. Elles pourront voter alors pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de novembre 1920. Pour continuer, la culture musicale des Roaring Twenties est principalement guidée par tout ce qui est jazz, blues ou encore swing, qui sont des styles musicaux inspirés des chants d'esclaves noirs. Néanmoins, cette fureur musicale basée sur la culture noire ne remet malheureusement pas en cause les tensions raciales présentes à ce moment-là aux États-Unis. Enfin, le cinéma des années 20 deviendra une réelle industrie en Amérique et on qualifie même cette période d'âge d'or hollywoodien. Les plus grandes compagnies telles que Paramount ou Warner Brothers voient le jour et se développent à l'international avec le cinéma muet qui connaît un véritable succès. Pour conclure, les Roaring Twenties marquent une période de forte croissance aux États-Unis à tous les niveaux. On parle de prospérité économique, l'un des termes les plus importants à retenir, de progrès technique, d'émancipation ou encore d'âge d'or pour le cinéma. Cet essor global place l'Amérique en tant que leader sur le plan international et fait naître chez les étrangers ce désir de vivre ce qu'on appelle encore de nos jours l'American Dream, où toutes les opportunités sont possibles et où la réussite est à la clé.